Sud Radio André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Une chanson, effectivement, un hommage aux agriculteurs en colère, ceux qui ont défilé avec leurs tracteurs pendant des jours, et d'ailleurs ça continue, parce que il n'y a pas qu'en France, il y a en Europe. Alors, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir, voilà, c'est une chanson qui leur rend hommage. Et simplement, nous allons essayer d'aller un peu plus loin, même beaucoup plus loin, avec quelqu'un qui connaît bien la question. Bonjour Jean-François Robinet. Bonjour André. Jean-François Robinet, vous êtes, on ne vous présente pas, vous êtes un journaliste, vous avez été pendant, on peut dire un demi-siècle, effectivement, sur tous les fronts de l'actualité, mais beaucoup, parce que je rappelle que vous êtes ingénieur agricole de formation, à Purpan, à Toulouse, hein, c'est bien ça, et que vous aviez publié pendant 10 ans la lettre verte, effectivement, sur tous ces sujets-là, et justement, c'est très bien avec vous, on va un peu prendre du recul. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2024, on en est là, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on connaît les grandes lignes, mais quand même, on voudrait vraiment avoir votre avis sur cette espèce d'évolution quand même extraordinaire de cette France agricole, il y a encore 50 ans, hein, et qui devient ce qu'elle est aujourd'hui, où, effectivement, entre les suicides et un certain nombre de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, et puis d'autres, au contraire, qui marchent très très bien, et des grosses entreprises qui marchent bien, on aimerait voir un peu plus clair. André, quitte à vous fâcher un peu, mais je vais revenir deux secondes parce que c'est lié avec les propos que vous teniez avant. Oui. Sur le journalisme et l'objectivité, si je puis dire. Je suis un vestige de l'ORTF. Oui. Tout de même. Oui. C'est-à-dire que parmi nous, il y avait des grands journalistes. On disait beaucoup que l'ORTF était lié par le pouvoir. Et là, dans la crise agricole, on a vu tous les médias qui disaient des choses souvent orientées par le pouvoir, le gouvernement, ou d'autres fois pour ne pas faire vexer les paysans, les agriculteurs. Et à l'époque, franchement, nous avions plus de liberté que nous, d'expression. Et c'est les gens, c'est l'opinion qui se faisait, son opinion, c'est le public qu'on écoutait. Oui, attendez, on va pas parler de l'ORTF, oui, mais vous aviez la ligne rouge, entre le ministre de l'Information Alain Perfit et les rédacteurs. Ne dites pas mais non, c'est vrai. Eh bien non, nous pouvions réagir. Nous pouvions réagir, quitte à être mis à pied un certain nombre de fois. Voilà. Je l'ai été, oui, mais on se battait. Ne dites pas que des gens comme Lanzy, comme De Virieux, comme Sévenot, qui était un homme de gauche, Zitrone, d'autres choses, et bien d'autres, on n'était pas, on se battait. Bon, alors je reviens, le parangon de la liberté d'expression, on peut en reparler. C'est pour vous dire que dans le domaine agricole, c'est très difficile. Aussi complexe. On a entendu tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on s'est joint. Tout et n'importe quoi sur toutes les chaînes et tout le monde se mêlant de parler de l'agriculture et sachant tout dessus. L'agriculture, c'est simple. Pourquoi cette crise? Comme il y en a eu bien d'autres, c'est parce que si l'agriculteur vendait ses produits au prix qui lui coûte plus une marge, il y aurait pas de crise. C'est bien évident. Bien sûr. Si là ça marche et s'il peut gagner sa vie, tout va bien. Voilà. Oui, ça c'est clair. Mais depuis toujours, on essaie de faire pression. En fait, on donne des aides aux agriculteurs. Pour moi, ça a toujours été des aides à la consommation. Et je vais vous raconter une petite histoire qui se passait en 92, je crois. L'heure de vérité. Il y a 30 ans. Oui, en François-Henri de Virieux. Bien sûr. Qui un soir dit au public: en ce moment, vous êtes en train de remplir vos feuilles d'impôt. Sachez que chacun, vous allez donner, je sais plus, c'était 100, je sais plus si on était pas en des francs. Vous allez donner 100 francs ou 1000 francs pour les agriculteurs. Le lendemain, il y avait le congrès de la FNSEA à Lyon, où il y était, moi aussi. Les syndicalistes l'ont déculotté, mis dans une bétaillère et baladé dans Lyon. Ah bon? Ça lui a fait un sacré choc, hein. Oui, parce qu'il avait dit ça. Bon, alors, les aides à l'agriculture, c'est pour vous dire qu'on est sur un paradoxe aujourd'hui, parce que le public se met contre les paysans quand il s'agit de payer, ce soit les aides ou les produits. Oui, où ils trouvent des produits trop chers, etc. Voilà. Et après, il les défend tout d'un coup, alors avec le même pourcentage, 80%, je sais pas combien, que de gens ont répondu en disant il faut l'environnement, il faut arrêter les produits dangereux agricoles, il faut arrêter les pesticides. Oui, vous dire les mêmes, enfin ou presque les mêmes, les 80% disent oui, il faut être l'environnement, c'est les mêmes qui disent ça. Et il faut protéger les agriculteurs. Alors, alors le fond du problème, c'est quoi? C'est environnement ou agriculture?
C'est quoi le fond du problème, Jean-François Robinet? On pourrait jumeler les deux. Dernièrement, pour un livre que j'ai écrit en ce moment, j'ai rencontré des agriculteurs dans le Loiret, et c'est un couple, ils ont choisi de ménager leurs terres, c'est-à-dire la jachère pour eux, c'est pas un problème. Ouais. Autrefois, on faisait les assolements, on laissait reposer la terre. Là, dans un livre que j'avais écrit sur l'Europe en 72, c'était 15% de jachère pour les grandes cultures. Maintenant, c'est 4. Bon, mais il y avait les assolements. Et ça permet à la terre de ne pas s'épuiser, etc. Bien sûr. Bon, ça on est passé de 15 à 4 quand même. Donc bien ces agriculteurs dont je vous parle, eux, ils ont décidé de reprendre ces formules anciennes. Mais en même temps, ils font autre chose. Ils font des produits bio, un tout petit peu, qu'ils vendent directement sur les marchés. C'est comme ça que je les ai connus. Alors justement, on va. Et ils arrivent difficilement, disent-ils, à gagner 2000 € par mois. C'est ça. Oui, mais c'est tout le problème. Voilà, on va en parler. Mais non, justement, on va en parler après cette toute petite pause et on va aborder effectivement le fond du problème. Effectivement, il y a agriculteurs et agriculteurs. Je crois qu'il faut vraiment bien montrer ça. Avec Jean-François Robinet et avec vous, bien sûr, 0826 300 300 pour nous appeler. Vous êtes peut-être agriculteur qui nous écoutez. Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Jean-François Robinet, qui est journaliste, ingénieur agricole, qui est spécialiste des questions agricoles. Et hors antenne, Jean-François Robinet, vous me parlez des paradoxes. Et Dieu sait s'il y a des paradoxes, effectivement, il faut en parler. Vous dites qu'à l'heure où nous parlons, il faut savoir que l'Ukraine, on a parlé du poulet ukrainien qui est en train de nous envahir avec des normes qui n'ont rien à voir avec les normes européennes en général et françaises en particulier. Mais vous dites, mais attendez, et les agriculteurs et les semenciers sont actuellement en Russie et en Ukraine et travaillent toujours en Russie et en Ukraine. Mais même en Russie avec l'embargo, etc. Alors, racontez-nous, expliquez-nous. Quand on a vu la Russie se retourner contre les industries françaises, vous n'avez pas entendu parler d'agriculture. Non. Or, en Ukraine et en Russie, il y a des Français et des coopératives françaises qui ont racheté des firmes françaises, qui ont là-bas des surfaces énormes, pas en propriété, en location. En location, très peu cher. Mais parfois. des dizaines de milliers d'hectares. Des dizaines de milliers d'hectares. Et à une époque, l'Ukraine autrefois c'était avec ses terres noires, et la Russie c'était vraiment les grands producteurs de céréales. Puis après, nous on a beaucoup produit, ils sont laissés aller, ils ont arrêté. Et puis la France est allée là-bas. Et la France produit énormément de céréales. En ce moment même, à l'heure où je vous parle, il y a une usine de semences qui est en construction en Russie. En Russie. Qui continue. Une usine française. Qui continue, française. D'accord. Les Français ont amené la technologie agricole là-bas, dans ces pays-là, et continue. Donc le blé qui vient de là-bas, souvent, il est produit par des Français ou par des coopératives françaises. Coopératives, c'est aussi un paradoxe en France. Les coopératives. Alors parlons des coopératives, parce que justement, on parle des supermarchés, des coopératives et des agriculteurs. Alors les coopératives, vous disiez paradoxe. Oui. Les coopératives, les agriculteurs, à vrai dire, maintenant, ils sont adhérents des coopératives. C'est à eux. Mais ils savent pas vraiment ce qui s'y passe, sauf s'ils sont au conseil d'administration. Oui, les petits ne savent pas ce qui s'y passe. Ça, c'est clair. Encore, alors qu'est-ce qui se passe? Alors comment ça marche? Il se passe qu'elles sont des multinationales. Elles rachètent des petits privés, elles grandissent, et les privés qu'elles rachètent leur amènent des statuts de société. Ouais. Société anonyme et autres. Et avec ça, elles agissent sur les marchés. Ce que pourrait pas faire la coopérative au sens coopérative. Donc ce n'est plus vraiment une coopérative. Pas vraiment. C'est une multinationale, ou presque. C'est comme le crédit agricole. C'est quoi le crédit agricole? Au départ, ça appartenait aux paysans. Maintenant, ils sont plus actionnaires. Ils sont dedans. Ils sont membres, mais pas plus que vous ou moi quand on a un compte au Crédit Agricole, ou à peine. Et encore, ils ont beaucoup de mal à obtenir des prêts, même du Crédit Agricole. Du Crédit Agricole. C'est pas évident. Ouais. Le Crédit Agricole, ça a été mutualisé, pas privatisé, mais voilà, ça a été privatisé. Oui, c'est ça. Exemple, voilà. Et c'est-à-dire que moi, actionnaire, je n'ai rien à faire à l'agriculture, j'ai autant de place ou d'importance qu'un agriculteur. L'agriculteur qui a créé tout ça, les coopératives et tout ça, et pratiquement aujourd'hui, il en est plus maître. Ce sont
ceux qu'il a élus qui en sont maîtres. Mais alors, Jean-François Robinet, si je vous écoute et on voit et on a parlé, il y a d'un côté effectivement les grands céréaliers, les grands propriétaires. D'ailleurs, le président de la FNSEA est lui-même patron du groupe Avril. Voilà, par exemple. Par exemple. Donc, est-ce qu'il reste? Posons la question brutalement et effectivement, c'est tragique. Est-ce qu'il y a un avenir pour les petits agriculteurs où ils vont être obligés soit de vendre, soit de se regrouper, soit de devenir eux-mêmes des actionnaires de multinationales? Les agriculteurs, bon, ils avaient en 72, quand j'ai écrit mon premier bouquin, la moyenne c'était 5 hectares. C'est passé à 15, et bon. Maintenant, après, en 72, la moyenne était 5 hectares. Il y a 50 ans. Enfin, ouais. Bon, maintenant, après, c'est passé en 92 à 15, à 20. Maintenant, si vous n'avez pas 50 hectares, avec 40 vaches laitières, vous pouvez pas vivre pour un éleveur. Alors ça a augmenté. Malheureusement, l'équilibre, qui était une règle, l'équilibre et la solidarité de la PAC, n'a pas été tenu nulle part. Donc, les gros qui ont grossi. C'était quoi l'équilibre? La règle d'équilibre, c'était quoi? Je sais pas, moi j'ai toujours dit que 100 hectares de polyculture, 50 hectares de polyculture élevage et 100 hectares de culture un peu spécialisée, maïs, céréales surtout. Mais maintenant vous avez des fermes. Moi j'habite dans l'Abri. Les fermes ont plusieurs centaines d'hectares. Donc il n'y a pas eu d'équilibre. Donc l'avenir et la PAC va plutôt à ceux qui ont les plus grandes surfaces, soyons clairs. Disons que dans la mesure où parmi les aides, il y a des aides à l'hectare, c'est sûr que celui qui en a 1000, il touche plus que celui qui en a 20. Parce qu'il y en a encore des petits agriculteurs qui font la richesse de notre... Je voudrais vous rappeler, vous parlez du président de la FNSEA. Vous en citez un, moi. Michel de Baptiste, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Michel de Baptiste, je l'ai connu, cet homme, il était petit paysan dans l'Aveyron, à Paladuc, près de Thiers. Ouais. Et il a raconté même à la télé des fois, je l'ai interviewé, que quand il rentrait de l'école, au CAP, puis après, parce qu'il n'a pas fait d'études, le soir, chez lui, il montait des couteaux pour Thiers. Travaillait tous les jours. Ouais. Et puis après, il est devenu leader syndical. Enfin, d'abord, il a été conseiller municipal, il n'a jamais voulu autre chose. Leader, et c'est quand même le fondateur de Yoplait et de la Sodial. D'accord. Sodimac, qui est une des plus grosses coopératives laitières françaises aujourd'hui. Mais c'était un homme très simple. Il a même été secrétaire d'État, alors président de la FNSEA. Et quand il était président de la FNSEA, j'étais allé dans sa ferme. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait lui le dimanche pour le village? Il prenait son tracteur et il allait entretenir les haies, les fameuses haies dont on a tant parlé. Parce qu'elles étaient utiles, elles sont indispensables. Et lui, il faisait gratuitement, bénévolement, il entretenait les pour sinon il avait peur qu'on les supprime. Voilà. Il était là sur le terrain. Il faisait lui-même ce boulot. Oui, mais ça n'a plus rien à voir avec les présidents syndicaux d'aujourd'hui. Moi, un jour, j'ai écrit dans un édito, j'ai titré ça « Les jardiniers de la nature ». Parce qu'à un moment donné, on avait fait des CTE, les contrats je sais plus comment, d'exploitation. C'est-à-dire, c'est Jean Glavany, ministre de l'Agriculture, qui a inventé ça. On donnait de l'argent spécifique dans ces contrats aux agriculteurs qui entretenaient en même temps la nature. D'accord. Ça a été supprimé depuis, malheureusement. Mais donc, c'est à l'agriculteur, on lui avait proposé, alors, il a pris une partie quand même de ce qu'on lui avait proposé, là, des jardiniers de la nature, si je puis dire, avec le développement touristique. Ouais. Parce que ça, c'est alors au début, ils voulaient pas, ça les vexait d'avoir des chambres d'hôtes, de recevoir, de servir les gens, ça les vexait. Il y en a encore que ça vexe, mais il y en a beaucoup qui vivent de ça maintenant. Ouais. Il faut qu'ils se diversifient. Vous voulez dire, en fait, que il faudrait inventer, qui a été réinventé, c'est ça un peu. En fait, oui, quand vous dites protection de la nature, en fait, voilà. Et alors, parlons quand même parce qu'il y a ça, ces 2 poids, quand je dis 2 poids, les 10 poids et 10 mesures par rapport aux pesticides, le glyphosate, et puis beaucoup d'autres, n'en parlons pas, même au sein de l'Union européenne, sans parler du poulet ukrainien. Et comment voulez-vous qu'ils arrivent par rapport au prix, etc. Oui, alors le problème des pesticides actuels vient de développement durable, mais vient du moment où il y a eu les OGM, les organismes génétiquement modifiés, qui étaient développés en France. Ouais. C'était le premier pays, l'INRA et des coopératives. Et on oublie ça. Qui sont devenus les pelés, les galeux d'où nous vient tout le mal. Ouais. Voilà.
une boîte qui s'appelait Limagrin, qui était dans le sud, qui était énorme, qui était pionnière dans tout ça. Elle a dû partir aux États-Unis. Et les OGM servaient, personne n'a pu prouver que ça rendait malade qui que ce soit. Ce qu'on leur reproche, c'est la dissémination. C'est-à-dire ils peuvent disséminer les champs autour, mais pour moi, c'est pas grave. Je peux vous expliquer pourquoi. Les OGM, vous savez ce que c'est? C'est des manipulations cellulaires. On a bien fait l'hybride maïs, personne ne dit plus rien. On est bien content de l'avoir, le maïs hybride. Il peut pas se reproduire, certes, mais voilà. Et donc les OGM, on change une cellule d'une plante, on le met dans l'autre, ça modifie pas complètement la plante. Ça, voilà. Vous savez, les vignobles. Et puis on vous dit que personne n'est mort de ça ou même a été empoisonné par cela. Personne. Et alors c'est quoi? C'est José Bové, les agriculteurs, etc. Bové avec ses troupes qui ont fauché. Ils fauchaient les essais. Dès que les gens faisaient des essais dans leur terre, on n'a même pas pu faire les essais jusqu'au bout. Les essais de l'INRA ont été fauchés. C'est complètement dingue, quoi. Je m'énerve un peu là-dessus parce que c'est bon. Alors, relancer l'histoire des OGM. Alors, donc les produits, en revanche, les pays qui en font. Bon, maintenant, on n'a plus de quoi nourrir nos cochons suffisamment. On fait venir du soja. Comment on a fait venir du manioc d'Afrique, quitte à affamer les Africains parce qu'on leur prenait tout leur manioc et ils faisaient plus leur culture vivrière. Et maintenant, on fait venir le soja du Brésil. Et ce soja, il est génétiquement modifié. Chez nous, on n'a pas le droit de faire. Chez nous, on n'a pas le droit de faire. Mais on importe les produits qui ont droit. Alors, quand ces règles ont été arrêtées au niveau européen, il fallait carrément avoir les couilles de dire, puisqu'on n'a pas le droit de le faire, les produits, on n'aura pas le droit d'importer les produits. Mais seulement, là, les agriculteurs n'auraient pas été d'accord. C'est ça tout le paradoxe. Alors, je vais peut-être en fâcher. Parce qu'ils ont besoin pour nourrir le cochon de tous ces produits. Ouais. Parce que s'ils donnent des céréales, c'est un peu de la moins-value pour le céréal. Il va faire le vendre autrement. Voilà. Donc, effectivement, c'est ce paradoxe qui fait qu'on a besoin de céréales, mais on prend les céréales OGM, génétiquement modifiées, et nous, on n'a pas le droit. Même chose pour le glyphosate. L'autorisation en France, ces produits-là, c'est qu'on importe, là, ils ont été traités avec ça. Le glyphosate, il n'est pas interdit ailleurs, dans certains pays, du moins. Voilà. Donc, si je vous comprends bien, en fait, Jean-François Robinet, il y a une hypocrisie fondamentale dans tout ça. De tout le monde. De tout le monde. De tout ce que j'ai entendu pendant un mois sur tous les gens qui venaient s'exprimer ici et ailleurs, sur les radios, les spécialistes, les politiques, et les dirigeants agricoles, pareil. Vous voulez dire hypocrisie et Tartuffe. Chacun voit midi à 14h. Hein. Midi à sa porte. Midi à sa porte. Hein. Midi à Sud Radio. Midi à Sud Radio, absolument. D'ailleurs, on fait le midi 14h. Hein, voilà, par exactement. Oui. Merci Jean-François Robinet. Vous nous avez donné on en reparlera et on vous fera revenir, bien sûr. Mais ça donne bien, effectivement, la chose et qui fait qu'on voit très, très, très bien. On part sur les routes, on revient, etc. Il y a, je dirais, une double contrainte dans cette histoire. C'est-à-dire que on est piégé par le fait que les consommateurs veulent les prix les moins chers. Les agriculteurs ont besoin d'un certain nombre de substances. Mais alors, ce qui est extraordinaire, faites ce que je fais, mais faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, quoi. C'est ça. Comme ça, exactement. Ouais. Voilà. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. On aura sûrement l'occasion d'en parler. Merci Jean-François Robinet. Merci Jean-François Robinet d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après cette page de réclame au 0826 300 300 pour réagir. Tout de suite, ça va être les perles, les huées, les bravos d'André Berkan. On va parler de drag queen d'OQTF et de Salvador. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.